Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief, l'épisode 23. On arrive vraiment au bout de cette saison 2024-2025 et il va être question d'ici quelques instants de la 26e journée de National 2 dans les groupes B et C où évoluent nos formations normandes, de la 23e journée de National 3 et vous allez le voir dans ce contexte, après l'euphorie de la montée du FC Dieppe la semaine dernière en National 2, le week-end s'est révélé bien moins réjouissant. On commence tout de suite cette émission avec la partie National 2. Le National 2, on l'ouvre avec le groupe B et l'équipe qui nous intéresse le plus ce week-end, l'US Granville qui abat chaque week-end des cartes extrêmement importantes. Les Granvillais ont pris un petit peu de retard sur leurs rivaux directs dans la course au maintien. Alors c'est simple, les Corsaires doivent accumuler les points. Ce week-end, ils recevaient chez eux le Stade Poitvin, un adversaire lui justement direct. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Malheureusement, on n'a pas les images du match à vous proposer, mais voici quand même un aperçu de ce qui s'est passé au Stade Louis Dior. L'US Granville peut plus que jamais envisager de se maintenir en National 2. Après avoir décroché les 3 points en Poiré-sur-Vie, les joueurs de Mathias Jouan sont parvenus à enchaîner un deuxième succès de rang au Stade Louis Dior contre Poitiers. Un adversaire mal classé qu'il fallait à tout prix battre pour ne pas le voir prendre le large. Les deux buteurs côté manchois se nomment Félix Ley, décisif à la 22e, et Sofiane Amar, auteur du but du break à la 33e. Vainqueur 2-0, l'US Granville a le vent en poupe en National 2 et n'a plus qu'un point de retard sur le premier non relégable à 4 matchs du BC de Rideau. Renouveler son bail en 4e division n'apparaît dès lors plus du tout comme une mission impossible. La victoire importantissime de l'US Granville, les Granvillais qui s'offrent de l'air dans ce championnat et qui sont revenus à un petit point donc de la ligne de flottaison. Tout est possible pour les joueurs de Mathias Jouan. Il va rester 4 matchs à disputer, autant de finales et peut-être une conclusion heureuse à l'issue de la 30e journée et la réception de Saumur, une équipe qui n'est elle aussi comme Poitiers qu'à 1 point des Granvillais à l'heure où on se parle. On fera le bilan dans tous les cas dans quelques instants. Il y avait 2 autres rencontres ce week-end au programme, l'US Avranches qui se déplaçait du côté de Saint-Prive et Saint-Hilaire et l'AS Villers qui jouait son va-tout à domicile contre Épinal. Malheureusement, nous n'avons pas les images à vous proposer, mais grâce à des réalisations de Aymeric Dudouis et de Anas Lamrabet, l'US Avranches Mont-Saint-Michel l'a emporté 2-1 face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Après un match nul face à Bobigny et une victoire face à Haguenau, les joueurs de l'AS Villers veulent capitaliser sur ces 2 bons résultats du mois d'avril et ce sont eux qui vont se procurer la première occasion face à Épinal avec cette frappe qui malheureusement fuit le cadre. Quelques minutes plus tard, il y aura cet excellent 1-2 avec cette remise parfaite, mais la frappe est pas assez croisé pour inquiéter et pour tromper le gardien adverse au retour des vestiaires. C'est une nouvelle fois les Villersois qui se procurent la nette occasion, mais une nouvelle fois cette manque de réussite offensive. Et sur leur première véritable occasion de la rencontre, ce sont les joueurs d'Épinal qui vont être les plus en réussite, les plus dangereux avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. On ressort, on adresse un centre au second poteau, la remise de la tête pour Zinga qui est laissé libre de tout marquage et à la 79e minute de jeu, c'est Aaron Zinga qui vient glisser ce ballon entre les jambes de Gaëtan Boiroux et ouvrir le score. Villers qui va réagir, mais une nouvelle fois, la reprise manque de conviction pour tromper le gardien. Et quelques minutes plus tard, on retrouve ce même Aaron Zinga, un contrôle et il se met le gardien et le défenseur dans la poche pour doubler la mise. 2-0, 86e minute de jeu, le break est fait. Et malheureusement, les Villersois qui ne vont pas pouvoir revenir dans cette rencontre, score final 2-0. La victoire de l'US Avranches qui permet aux Manchois de se maintenir au beau fixe dans la première partie du tableau. Dans ce groupe B, les premières places sont désormais inatteignables pour les Manchois qui vont donc jouer une sorte de rôle d'arbitre d'ici à la fin du championnat. Pour l'AS Villers, la descente en National 3 malheureusement se fait de plus en plus évidente. Voici pour vous d'ailleurs le bilan de ce week-end de National 2 qui vous est dressé par Thomas Bèze.
Il y a donc eu une pluie de buts pour cette 26e journée de National 2 avec notamment la victoire 5-1 des Herbiers face à Dinan-Léon ou encore la Roche-Vendée qui gagne 4-0 face à Bourges. Mais le score le plus intéressant peut-être de ce week-end, c'est la victoire du Stade Briochin 1-0 à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Une victoire qui peut les rapprocher de l'ascension avec cette première place qui est consolidée. Toujours 2 points d'avance sur l'US Saint-Malo. L'US Avranches avec sa victoire revient à la 5e place à 10 points du leader. Dans la deuxième partie du classement, l'US Granville se rapproche du maintien. Un petit point les sépare donc de Saumur, premier non relégable. Une fin de saison qui s'annonce haletante. D'ailleurs, prochain rendez-vous, l'US Avranches recevra l'US Saint-Malo et l'US Granville se déplacera à Dinan-Léon. Dans le groupe C, un peu moins de buts, mais des scores tout aussi intéressants. En haut du classement, le FC Fleury 91 qui consolide sa place de leader avec sa victoire 1-0 à Beauvais. Malheureusement, une défaite pour la S Villers 2-0 contre Épinal, comme vous l'avez vu. On verra les conséquences au classement avec notamment la défaite également de Agno 1-0 à Créteil. Le FC Fleury toujours leader avec 9 points d'avance désormais sur le FC 93 Bobigny, 9 points d'avance et il reste 4 journées à disputer. L'AS Villers toujours en zone de relégation, ça n'a pas beaucoup bougé en haut du classement avec toujours Agno à 9 points. Il ne reste plus beaucoup de cartouches à jouer pour les Villersois. Peut-être la prochaine journée sera décisive et ce déplacement à Aubervilliers. C'est la fin de la partie National 2. On attaque tout de suite le gros morceau avec le chapitre National 3. Le chapitre National 3, on va l'ouvrir comme la semaine dernière avec le FC Dieppe. Il y a eu une défaite à domicile du côté du stade Jean Dasnias sans conséquence puisque les Dieppois, et vous l'avez vécu sur notre chaîne, ont pu célébrer leur titre de champion et donc leur promotion en National 2 ce week-end. Il y avait un air de revanche toutefois chez les troupes de Djali Bekar en déplacement chez la réserve du RC Lens. C'est le match d'après pour les Harengs Dieppois, le match d'après pour les champions du groupe E de National 3 et dès la première minute de jeu lancé en profondeur, on retrouve l'attaquant Orhan Sertoglou qui vient ouvrir le score face à la réserve du RC Lens d'un petit ballon piqué imparable et déjà 1-0 pour les hommes de Djilali Bekar qui étaient champions, on le rappelle, sans avoir gagné leur match. Et à la 22e minute, il y a ce centre parfaitement repris par Claude Ateba de la tête qui vient signer une nouvelle réalisation. On revoit au ralenti, le centre est parfait, la tête l'est tout autant. 2-0, le break qui est déjà fait dans cette rencontre. On aurait pu assister au 3e but dans cette première période avec cette frappe qui est repoussée par le gardien au premier poteau. Le RC Lens qui va avoir l'occasion de revenir avec ce penalty obtenu mais repoussé par le gardien et par la défense dans un second temps. Toujours 2-0 pour les Dieppois. Les Dieppois qui vont avoir aussi une petite frayeur sur corner mais sans conséquence. La dernière occasion est pour eux avec ce ballon que l'on n'arrive pas à reprendre. Mais l'essentiel est déjà là avec une nouvelle victoire 2-0 pour les Dieppois. Et la victoire 2-0 du FC Dieppe qui s'est remis la tête à l'endroit. Le FC Dieppe qui va tenter de battre des records en cette fin de saison et d'aligner, pourquoi pas, encore quelques victoires. On passe désormais au groupe D dans ce championnat national 3. Et vous allez le voir, ça a été un week-end très très compliqué. Le groupe D qui a rendu son verdict. On connaît désormais le nom des 4 formations reléguées. Et je vous le dévoile tout de suite. Parmi ces formations, il y a malheureusement 3 équipes normandes aux côtés de l'AS Chatou, l'AG Caen, ça on le savait. Et depuis ce week-end, le Grand Queville FC et la SPTT Caen ont donc rejoint ce contingent d'équipes qui vont rejoindre le Régional 1. Comment ces choses se sont dessinées? On vous le propose pêle-mêle avec l'essentiel des rencontres de ce groupe D. La SPTT Caen n'a pas le droit à l'erreur face à Bretigny pour sa survie en National 3. Mais les choses vont mal débuter pour les hommes de Laurent Dufour avec ce bon pressing et cette récupération. Le centre en retrait et c'est Magloire Doumbé qui vient ouvrir le score et vient tromper Laurie le Vionnois. On revoit ce but au ralenti, cette balle
qui est remise en retrait. Il y aura bien l'occasion d'égaliser avec cette frappe qui manque le cadre de quelques centimètres malheureusement. Et sur corner, c'est une nouvelle fois Chris Nkanka qui vient doubler la mise pour les Franciliens. On voit que le marquage fait défaut dans la surface de réparation. Mais les postiers qui vont tout tenter pour revenir dans cette partie en seconde période avec cette première occasion sur un coup franc. Et ce centre qui est repris par Maxence Gosset à la 65e minute de jeu. Le défenseur qui se mue en attaquant et qui vient tromper le gardien pour redonner espoir au PTT. Et les postiers qui auront l'occasion d'égaliser avec cette tête qui frôle malheureusement le cadre. Et le score qui ne bougera plus, c'est une défaite synonyme de relégation pour les PTT. En déplacement chez un autre relégable qu'elle avait pourtant battu à l'aller, l'équipe du Grand Quevilly FC a ce week-end encore sombré et il est temps certainement que la saison se termine pour les Tangos qui n'ont plus marqué depuis plus d'un mois en championnat et qui encaissent de lourdes défaites. Ça commence d'ailleurs très très mal dans la région parisienne avec Djibril Attab qui marque de près dès la 2e minute. Les joueurs de Grand Quevilly qui tentent de réagir mais qui vont se heurter à des mouvements bien sentis de la part des joueurs de Chatou. Ici ça se développe côté droit, le centre instantané qui va trouver preneur au 2e poteau. Djibril Attab, 43e minute, le doublé pour le joueur de l'AS Chatou qui ne laisse aucune chance à la défense. 2-0, c'est le score à la pause. Chatou qui va se mettre définitivement à l'abri la 89e minute avec un but de Yacine Bousnina et le score qui va être porté à 4-0, le score qui va être fatal eu égard aux autres résultats du week-end et des dernières journées. Le Grand Quevilly FC s'incline 4-0 après cette réalisation de Wassim Faradji et sera officiellement en Régional 1 la saison prochaine, tout comme l'AS Chatou, tout comme également l'AG Caen et l'AS PTT Caen. Triste week-end donc pour le GQFC, défaite 4-0. Pour son déplacement à l'Inas Montlhéry, la réserve du Stade Malherbe de Caen va passer au travers de sa première période avec dès la 20e minute de jeu l'ouverture du score de Sandy Ndondi Mbala qui vient tromper Issa Karakodio. La remise au point de pénalty est parfaite et en parlant de pénalty, c'est sur un pénalty justement que Sandy Mbala vient inscrire un doublé et faire le break à la 42e minute de jeu. Et au retour des vestiaires et après l'heure de jeu, c'est Antoine Lepelletier qui réduit le score. Le numéro 2, l'arrière gauche malherbiste qui inscrit son 5e but cette saison en National 3. Malheureusement, ce sera insuffisant pour la réserve du Stade Malherbe qui s'incline 2-1. Week-end sans et déplacement à oublier pour l'US Alençon du côté de Saint-Ouen-l'Aumône avec une leçon de réalisme offerte par les joueurs de la région parisienne avec dans un premier temps ce ballon repoussé par Romain Anquincan et cette superbe reprise, signalons-le, d'Ousmane Diané à la 16e minute qui lance le bal pour les joueurs locaux. Le début d'une soirée et d'une série bien pénible pour les hommes de Vincent Legnaud qui se font prendre là sur ce ballon en profondeur. Anquincan vient à la rencontre de l'attaquant adverse qui a tout le loisir de marquer. Emmanuel Semedo d'Avega, c'est son nom, c'est lui qui marque à la 21e minute dans un but quasiment vide malgré le retour désespéré des défenseurs. 2-0, c'est le score à la pause entre Saint-Ouen et Alençon. Les Alençonnais qui avaient besoin d'aller chercher un dernier point pour se maintenir, qui n'auront pas besoin de le faire finalement eu égard aux autres résultats, qui vont sombrer en deuxième période avec Amine Boubker, auteur d'un doublé. Son premier but intervient à la 55e minute. Ce ballon qui traîne dans la surface, repris de l'intérieur du pied, c'est imparable pour Romain Anquincan. À nouveau un contre fatal dans ce deuxième acte. La défense d'Alençon est prise de vitesse. Le duel qui va être remporté par ce même Boubker à la 80e minute. L'addition est lourde et corsée pour l'US Alençon. 4-0, la victoire de l'AS Saint-Ouen-l'Aumône. Dans le groupe D, il y avait également un derby 100% normand ce week-end, un derby entre deux formations assurées d'évoluer la saison prochaine en National 3, un match entre le CMS Wassel et le SU Dives Cabourg qui valait le coup d'œil parce qu'il y a eu beaucoup de situations. Au cœur d'une saison où ça n'aura pas souri aux équipes normandes, dans le groupe D, les équipes de Wassel et du SU Dives Cabourg font figure d'exception. La saison est réussie côté Océlien et côté Divet et le match entre les deux formations va se révéler très animé avec un Maxime Verrier particulièrement inspiré dans cette partie. Vous l'avez vu sur ce premier arrêt. Ici, il n'a pas à s'employer, mais de manière générale, ce sont les joueurs de Wassel qui appuient
dans ce début de partie et qui se procure l'essentiel des situations avec des mouvements parfois bien sentis. Ici le poteau qui va venir sauver la défense d'Yvez, Maxime Verrier qui doit derrière s'employer. On ne sait pas trop si ce ballon était cadré, mais dans tous les cas, le gardien de la Côte-Fleurie est particulièrement chaud. Et ici, c'est encore lui qui va se révéler héroïque. Première parade, deuxième parade pour à nouveau s'opposer à des joueurs de Wassel décidément malchanceux dans le dernier geste. Le SUDIF Cabourg qui peut enfin piquer sur une première situation qui ne sera malheureusement pas cadrée, mais après avoir laissé passer l'orage, les joueurs du duo Clément Le Pen qui se mettent en ordre de marche et qui à leur tour vont heurter le poteau. C'est très animé, on est désormais en deuxième période. Maxime Verrier qui se trouve un petit peu comme sa défense et derrière il va se montrer encore une fois infranchissable, gardien d'Yvez, bien inspiré décidément dans cette partie, et quand ce n'est pas lui qui s'interpose, c'est un défenseur d'Yves qui a aussi l'occasion en deuxième période de se mesurer à Yabouzélé, le gardien de Wassel qui fait lui aussi une jolie parade. Wassel à nouveau incisif dans ce deuxième acte, on résiste et derrière le centre qui trouve un joueur, mais la reprise n'est pas cadré. Le salut du CMS Wassel va finalement passer par ce long ballon dans la profondeur. Cette fois-ci, Max Verrier n'y peut rien, il se fait effacer et derrière Giovan Land qui vient conclure dans le but quasiment vide. Enfin, le premier but dans cette partie, 1-0 pour le CMS Wassel. Ce sera d'ailleurs le score final en dépit de cette ultime occasion pour les pensionnaires du stade Marcel Billard qui vont s'offrir une nouvelle jolie victoire et consolider leur deuxième place. Quatrième match de suite sans victoire pour le SUDIF Cabourg qui reste néanmoins en première partie de tableau. Et le CMS Wassel qui réussit une très jolie saison dans ce championnat de National 3 particulièrement relevé. Les Océliens, c'est bien simple, sont la deuxième force du plateau, derrière une équipe du FC Borgo qui file droit vers le National. Il reste une poule à vous montrer, une poule avec des équipes qui sont sur des trajectoires différentes et des objectifs bien distincts dans cette fin de championnat. On ouvre avec l'AF Virois qui espère encore se mêler à la lutte pour la remontée en National 2. Les Virois accueillaient ce week-end le Vanosset. Après la défaite cruelle concédée du côté de Fougères, les Virois se savent obligés de réagir s'ils veulent encore croire à l'opération National 2. Réception ce week-end de Vannes, une équipe qui n'est pas au mieux dans ce championnat et ça va vite se voir avec des Virois dominateurs lors du premier acte. Cette première tentative de Jordan Perrier n'accroche pas le cadre et derrière les joueurs normands qui ne sont pas loin de voir les Bretons marquer contre leur camp. Sur corner dans la foulée, c'est Louis Tirco qui inquiète Matteo Petit-Jeunet, le portier vantais sans réussite. Le gardien de Vannes qui va de nouveau faire des prouesses sur cette frappe lointaine tentée par les Virois qui sont encore et toujours dominateurs dans cette partie, mais même cette tentative de Lohan Ledo à l'arrêt ne réussit pas à faire mouche. Lohan Ledo qui va prendre sa revanche en deuxième période sous la pluie viroise à la 55e minute. L'attaquant qui reprend de la tête et lui qui remplace Matteo Mendy pour cette rencontre. Matteo Mendy resté sur le banc parvient enfin à débloquer le score pour les Virois qui vont se faire peur derrière sur une mauvaise transmission de Louis Deschâteaux sans conséquence, heureusement pour le portier virois qui voit l'attaquant vantais tirer au-dessus. Les joueurs de l'AF Virois qui se ruent à l'offensive avec une possibilité sur ce centre à nouveau qui inquiète les vantais mais sans conséquence. Et en restant à seulement un but des Virois, les joueurs visiteurs qui vont rester en vie un long moment dans ce match. Il y a dans un premier temps cet arrêt de Louis Deschâteaux et sur ce coup de pied arrêté assez vicieux, le gardien virois obligé de s'employer. On croit que les Virois vont avoir l'occasion de breaker avec cette tentative de Jordan Perrier. C'est malheureusement à côté des cages et finalement c'est l'entrant Erwan Kaczynski qui avait marqué 6 buts en Régional 1 voilà quelques jours. Erwan Kaczynski qui vient clore le suspense à la 90e minute en réalisant un superbe lob, presque désormais son geste signature. Vire s'impose 2-0 face à Vannes. Malheureusement, l'opération n'est pas si bonne lorsqu'on regarde ce qu'il s'est passé sur les terrains des rivaux des Beaucains. La victoire viroise qui entretient les espoirs des Beaucains malheureusement. Dans le même temps, les réserves du FC Lorient et de l'En Avant Guingamp ont également gagné, ce qui fait que les Virois restent à la 3e marche du podium. Ce sera très difficile d'aller déloger les deux réserves professionnelles des 2 premières places de ce championnat. Le FC Flers, de son côté, vient de gagner 2 fois en 2 journées. Les Flériens qui sont repartis de l'avant et qui négociaient ce week-end un déplacement d'importance du côté de Pontivy.
Avant d'affronter le FC Saint-Lô la semaine prochaine lors du derby normand qui s'annonce décisif, le FC Flers veut enchaîner une 3e victoire consécutive durant ce mois d'avril. Mais ce sont les joueurs de Pontivy qui vont ouvrir le score dès la 10e minute de jeu vers cette frappe imparable de Antoine Eke. La frappe du gauche qui finit sa course en pleine lucarne. 1-0, de quoi cueillir à froid les Flériens qui vont malgré tout réagir. Et c'est la claquette du gardien juste sous la barre qui repousse la tentative des joueurs de Tony Rouillon. On va voir les gardiens décisifs ensuite. Après le gardien de Pontivy, c'est forcément au tour de Valentin Prevot de se montrer décisif donc pour sa défense une première fois, puis une seconde fois sur ce long débordement, ce double contact, cette frappe captée en 2 temps. Et au retour des vestiaires, il faut toute la réussite du monde pour repousser la tentative bretonne par 3 fois et c'est Léon Valentin qui repousse sur sa ligne et qui permet à Flers de rester en vie. Et à l'heure de jeu, c'est ce bon centre du numéro 3, Enzolan pour Lei Diaité qui vient remettre les deux équipes à égalité d'une reprise imparable. Et voilà Flers qui fait son comeback dans cette rencontre, 1 but partout. Le centre est parfait, la reprise l'est tout autant. Et malgré une dernière tentative dans les dernières minutes avec cette offensive flérienne, le score n'évoluera plus, 1 but partout. Le point qui pourrait faire la différence pour le FC Flers, on avance mine de rien chez les hommes de Tony Rouillon. La semaine prochaine, les Flériens qui retrouveront leur stade du Azé avec la réception d'une équipe du FC Saint-Lomange qui depuis ce week-end malheureusement se s'est condamnée au Régional 1. Il y avait un déplacement ce week-end à Lannion qui a déterminé finalement le sort des Manchois. Le FC Saint-Lomange doit gagner à Lannion, mais ce sont les Bretons en bleu qui se procurent les plus grosses occasions dans cette première période. Jusqu'à cette frappe repoussée par la barre transversale de Théo Guy qui était resté sur ses appuis. Au retour des vestiaires, un gros pressing des Bretons et cette frappe à l'entrée de la surface repoussée, cette fois bien claquée par Théo Guy. Mais voilà, la 57e minute de jeu, on loupe son intervention et c'est Lucas Morin qui en profite pour ouvrir le score. 1-0 pour les locaux. Et le FC Saint-Lomange qui va tout tenter pour égaliser, mais il y a ce manque de réussite offensive à l'image de cette action où on n'arrive pas à trouver le bon angle de tir et la défense repousse le danger. Bis repetita sur celle-ci où la frappe est largement hors cadre. Les coups de pied arrêtés sont peut-être une solution, mais là aussi, pas de réussite. On en restera là, c'est une défaite synonyme de relégation malheureusement pour les Saint-Lois. Vire toujours en quête d'exploit et de remontée en National 2, le FC Flers qui y croit plus que jamais pour son maintien et donc un FC Saint-Lô qui évoluera en Régional 1. Voilà quelles étaient les vérités pour le groupe C ce week-end. Je vous propose de faire néanmoins le bilan de ce week-end de compétition dans les groupes C, D et E de National 3 et de nous projeter vers la future journée la semaine prochaine. L'info du week-end dans le groupe C, c'est la défaite de trop pour le FC Saint-Lô du côté de Lannion. Les Saint-Lois relégués en Régional 1. La Virois tient la cadence avec son succès 2-0 contre Vannes. Le FC Flers qui s'accroche du côté de Pontivy. Mais au classement, vous le voyez, la Virois aura fort à faire pour déloger les deux réserves professionnelles que sont l'Ornavant Guingamp et le FC Lorient qui comptent respectivement 3 et 1 point d'avance sur les Virois qui devront assurément faire le plein, espérer des faux pas de leurs adversaires pour réussir à les doubler. C'est terminé pour le FC Saint-Lô qui compte 10 points de retard désormais sur le premier non relégable. Le FC Flers n'en compte que 2 points de retard sur le Vanosé et peut encore espérer se maintenir. Il y aura un derby normand la semaine prochaine. Les Flériens recevront les Saint-Lois avec l'ambition encore et toujours de continuer à avancer. La Virois sera en quête de victoire du côté de Pontivy. Dans le groupe D, la seule victoire normande du week-end revient au CMS Wassel 1-0 face au SU Div Cabourg. Pour le reste, c'est la soupe à la grimace avec des défaites à l'extérieur pour le Grand Quevilly FC, la réserve du SM Caen, l'AG Caen et l'US Alençon et un revers fatal à domicile pour l'ASPTT Caen, relégué à son tour en Régional 1 au classement. Le CMS Wassel est plus que jamais le dauphin du FC Borgo qui pourrait et qui pourra valider sa montée en national lors de la prochaine journée. Le SU Div Cabourg n'a plus gagné depuis 4 matchs et figure désormais en 7e position. C'est figé désormais dans la zone rouge. L'AS Chatou, l'ASPTT Caen, le Grand Quevilly FC et l'AG Caen sont les 4 relégués du groupe D et retrouveront le Régional 1 la saison prochaine. L'US Alençon et la réserve de Malherbe sont officiellement sauvés.
La semaine prochaine, la réserve de Malherbe recevra le CMS Oissel, l'AG Caen, le SU Div Cabourg, l'US Alençon et le Grand Quevilly FC seront à domicile respectivement contre l'INAS Montlhéry, l'AS Chatou, Bretigny et la réserve de l'AC Ajaccio. Voyage du côté de la réserve du SC Bastia au programme pour la SPTT Caen. Dans le groupe E, le FC Dieppe s'est relevé et a renoué avec la victoire sur la pelouse de la réserve de Lens, en conséquence de quoi les Diepois, déjà champions, déjà promus, ont encore augmenté leur avance sur leurs poursuivants. Dans le bas du tableau, la réserve de Lens, le RC Calais, la JA Drancy et la réserve de Valenciennes viennent fermer la marche. Retour au stade Jean Dasnias la semaine prochaine pour le FC Dieppe face à l'Olympique Saint-Quentinois. Et oui, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos contributeurs à nouveau réguliers qui étaient au rendez-vous en ce week-end de Pâques. Merci à Thomas Bèze encore et toujours. On se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode 24. Il reste 3 émissions à vous proposer d'ici à la fin de la saison. Il y aura aussi quelques surprises d'ici à la fin des 2 championnats de National 2 et de National 3. Donc on compte évidemment sur votre fidélité. Les vérités ont éclaté ce week-end. Elles continueront certainement à éclater la semaine prochaine. On espère donc vous voir nombreux derrière vos écrans. D'ici là, vous connaissez l'adage. Prenez soin de vous. Allez, salut!